Abidjan, le 20 août 2014, le budget de l'État de Côte d'Ivoire passe de 4 248 à 4 417 milliards, soit une hausse d'un peu plus de 159 milliards de francs CFA. Le projet de loi de finances rectificatif portant le budget de l'État pour la gestion 2014 a été présenté ce matin aux députés par le ministre chargé du budget. Hier s'est ouvert au plateau un atelier dit de validation du plan intégré d'appui à la sécurité nucléaire pour la Côte d'Ivoire. En clair, c'est une rencontre de réflexion dont les conclusions aideront les décideurs à développer des systèmes nationaux durables de sécurité nucléaire. La lutte contre les fraudes dans l'établissement des titres de transport semble déjà porter ses fruits. Un fraudeur a été démasqué grâce au système informatique du centre de gestion intégré. L'information a été donnée ce matin au cours d'un point presse. Et puis, un couvre-feu général vient d'être décrété par la présidente du Libéria à partir de ce soir et 2 quartiers urbains ont été placés en quarantaine face à la progression de l'épidémie d'Ebola. Les organisations internationales se mobilisent pour éviter des pénuries alimentaires dans les zones sous quarantaine. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. À suivre également dans ce journal EcoPlus, comme tous les mercredis, la tribune économique de la rédaction. Ce soir, on s'intéresse à la filière anacarde et coton. Bilan 1 an après la réforme, ce sera dans une quinzaine de minutes. Tout d'abord ce soir, l'adoption en commission par l'Assemblée nationale ivoirienne du projet de loi rectificative du budget 2014. On enregistre une hausse de près de 160 milliards de francs CFA. Le budget approuvé à l'unanimité des députés de la Commission des affaires économiques passe de 4 248 à 4 417 milliards de francs CFA. Le ministre chargé du budget, Abdrahmane Cissé, exposant les motifs de cette modification, a relevé que s'agissant des recettes non fiscales, les prévisions connaissent une amélioration grâce à la perception de redevances portuaires issues de la convention de cession du terminal à conteneurs. Les précisions de Jean-Jacques Ouaméala. Face aux députés de la Commission des affaires économiques et financières, le ministre chargé du budget a donné les raisons de la hausse du budget de l'État de Côte d'Ivoire pour l'année 2014. Ce budget passe de 4 248,2 milliards de francs CFA à 4 407,4 milliards de francs CFA. Les raisons de cet écart d'environ 160 milliards de francs CFA, selon le ministre chargé du budget, sont entre autres une hausse au niveau des redevances portuaires, des revenus perçus sur le cacao et le gaz, et surtout de l'augmentation de l'émission des titres entendés eurobonds émis sur les marchés monétaires et financiers internationaux. Des signaux qui montrent que l'économie de la Côte d'Ivoire se porte bien et confirment que le taux de croissance de 9,1% attendu en 2014 est réalisable. Concernant l'enveloppe allouée à l'investissement, les précisions du ministre. Aujourd'hui, nous mettons un accent fort sur l'investissement. Lorsque vous regardez le budget de l'État en 2008, l'investissement représentait moins de 20% du budget de l'État. Aujourd'hui, l'investissement que nous faisons représente le tiers, quasiment le tiers du budget de l'État. Et justement, c'est cet investissement qui va créer de la croissance et nous permettre d'avoir des niveaux de croissance qui soient importants, pouvoir créer de l'emploi et pouvoir nous permettre de pouvoir nous développer dans les années à venir. Après le passage devant les députés de la Commission des affaires économiques et financières du projet de loi de finances rectificative portant budget de l'État pour la gestion 2014, le projet sera soumis ce vendredi en séance plénière pour adoption lors de la clôture de la deuxième session extraordinaire du Parlement. Créée en mai dernier, l'Union des femmes parlementaires pour la promotion du genre a été officiellement présentée au chef du Parlement ivoirien, Guillaume Soro, hier à l'hémicycle. Occasion pour le président de l'Assemblée nationale d'apporter son soutien et proposer des orientations à ces 25 femmes députées de Côte d'Ivoire. Broléan. Ce parapheur que remet le député Clarisse Caillot au président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro contient les documents portant création du caucus des femmes parlementaires, la plateforme de promotion du genre au sein du Parlement. Entre autres documents, le plan d'action du caucus, un plan stratégique qui repose selon la secrétaire générale de la plateforme sur 10 axes. Le tout pour sensibiliser à une meilleure prise en compte des questions touchant à la femme dans les activités parlementaires, dira la première vice-présidente du Parlement, également présidente du caucus. Prôner la promotion du genre, prôner l'inclusion des femmes à la sphère décisionnelle, c'est prôner le développement, c'est aller à l'émergence.
Pour saluer l'avènement du caucus des femmes parlementaires, le président de l'Assemblée nationale explique que son appel à promouvoir le genre au cours de cette législature a été entendu. Guillaume Soro donne une contribution non sans assurer les 25 femmes députées de son soutien permanent à leur combat. Cette législature qui a pour ambition d'innover dans tous les domaines attend du caucus des femmes des propositions concrètes pour que nous puissions ensemble, solidaires, dans un consensus réussi, adopter au cours des prochaines sessions des lois en faveur de la femme. Le caucus des femmes parlementaires a été officiellement porté sur les fonds baptismaux en mai dernier, après que les députées ivoiriennes se sont inspirées de l'expérience sénégalaise en matière de promotion du genre. Hier, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a reçu le groupe Team for Africa, un groupe d'investissement intéressé par la réhabilitation du stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. La délégation était accompagnée d'Alain Lobognon, ministre ivoirien de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs. Dans la ligne de mire, donc, la réhabilitation du stade Félix Houphouët-Boigny qui doit se mettre aux normes des standards internationaux. Les échanges ont abouti à un accord de principe pour la construction d'infrastructures sportives. Le point avec Gabriel Zani. Le stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan sera bientôt reconstruit. L'accord de principe pour la réalisation du nouveau stade a été obtenu ce mardi 19 août à la primature. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a reçu le groupe Team for Africa, un groupe d'investissement dans le domaine de la construction des infrastructures sportives. L'audience est tenue en présence des ministres Alain Lobognon de la promotion de la jeunesse, des sports et loisirs et Abdourahmane Cissé, ministre chargé du budget. La réalisation du projet va coûter plus de 35 milliards de francs CFA. C'est un nouveau stade qui va voir le jour en cet endroit. Nous allons raser le stade existant pour construire un nouveau stade d'une capacité de 35 000 places qui épouse donc toutes les exigences des fédérations internationales, notamment la FIFA. Un stade aux normes internationales avec des hôtels, des bureaux, un centre d'affaires, des parkings et 5000 places assises qui vont changer la physionomie du stade Félix Houphouët-Boigny. Les travaux vont durer 2 ans. Au même moment, la Côte d'Ivoire va se doter de 2 nouveaux stades. Un stade olympique dans la commune d'Anyama avec 65 000 places et l'extension du stade de Boaké de 25 000 à 45 000 places. C'est le groupe Team for Africa qui sera chargé de ces 3 projets d'envergure. Pour l'instant, les pourparlers avec le ministre chargé du budget se poursuivent pour le démarrage des travaux. Un invité sur notre plateau. Je reçois à présent pour vous, chez vous, le ministre auprès du président de la République chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Hier, vous avez rendu public l'ouverture du concours d'entrée à la gendarmerie au titre de l'année 2014. Outre toutes les conditions pour faire acte de candidature, qu'en est-il de l'entrée des jeunes filles au sein de la gendarmerie? D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup de donner cette opportunité. Effectivement, hier, nous avons fait passer un communiqué. Et après le communiqué, nous avons eu beaucoup d'appels, puisque vous le savez bien, le 14 mai dernier, le président de la République, au niveau du Conseil des ministres, a demandé à ce que le gouvernement autorise l'entrée des jeunes filles à la gendarmerie. Cette décision étant prise, nous passons maintenant à sa mise en œuvre. Et c'est pourquoi le concours, dès qu'il a été annoncé, vous avez bien constaté que nous n'avons pas fait de différence entre jeunes filles ou jeunes garçons. Nous avons dit à tous les jeunes gens. C'est pourquoi nous avons tenu à préciser que ce concours est bien ouvert aux jeunes gens, à savoir les jeunes filles et les jeunes garçons. Habituellement, c'était seulement aux jeunes garçons. Donc ce concours, je précise bien, sera ouvert également aux jeunes filles. Alors de quoi s'agit-il? Comme vous le savez bien, nous avons aujourd'hui dans tous les corps de l'armée des filles. Et il appartient maintenant de passer le cap de l'EMPT, de l'ENSOA, le corps des sous-officiers, et des officiers, l'EFA. Alors, pour cela, les conditions ont été clairement identifiées, mais les rappeler brièvement. L'âge minimum, c'est 18 ans. L'âge maximum, c'est 25 ans. Et il y a naturellement un niveau d'études qui est réclamé. Il faut avoir le BPC. C'est vraiment le minimum qui est exigé. Vous avez aussi, n'est-ce pas, des conditions physiques à remplir, des conditions aussi sanitaires à remplir.
Mais ces conditions feront l'objet justement du concours lorsqu'il sera donné. Et les dossiers devront parvenir à la gendarmerie sur l'ensemble du territoire. Vous savez que partout nous avons des brigades de gendarmerie. Nous avons aussi la légion de gendarmerie dans les 5 à 6 régions de gendarmerie. Nous avons l'état-major de la gendarmerie. Donc c'est à ce niveau qu'il faut déposer les dossiers. Et les dossiers sont ouverts donc, du 25 août au 1er septembre. Nous verrons bien à la fin du 1er septembre si nous avons fait le plein. Et je suis persuadé qu'avec cette annonce, beaucoup de jeunes filles vont se présenter devant nos brigadiers. Bien sûr. Et ce sera une très bonne chose. C'est une avancée. Voilà un peu ce qu'on peut dire. Alors, au niveau des effectifs. Bien sûr, au niveau des effectifs, est-ce qu'il y a un pourcentage qui est prévu pour ces jeunes filles? C'est ça. Le gouvernement a demandé à ce qu'il y ait 10%. On commence par cela. 10% de façon générale. Et pour les sous-officiers, il y a environ 1000 sous-officiers qui seront retenus. Et aussi pour les officiers, pour la gendarmerie, il y a à peu près une quinzaine d'officiers de gendarmerie qui sortent de l'EFA. 10%, ça vous donne à peu près 100 jeunes filles pour les sous-officiers et 2 officiers jeunes filles. Et donc cela donnera l'opportunité maintenant aux femmes d'intégrer tous les corps de l'armée. C'est une excellente nouvelle. Et donc nous profitons de votre antenne d'inviter toutes les jeunes filles intéressées à pouvoir le faire. Donc le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a insisté à ce que nous commencions cette expérience puisqu'elle va bien dans le cadre de son programme de gouvernement. D'accord. En clair, Monsieur le ministre, avant de vous laisser partir, la prochaine rentrée scolaire au niveau de la gendarmerie, il y aura des jeunes filles. Ouais, alors, pour être très précis, cette année, le concours va démarrer. Vers la fin de l'année, vous avez vu que les candidatures, c'est jusqu'au 1er septembre. La date du concours sera fixée. Et lorsque la date du concours sera fixée, on indiquera les conditions spécifiques pour les jeunes filles. Parce que jusqu'à présent, les conditions sont, n'est-ce pas, précisées pour les jeunes gens, pour les jeunes garçons. Pour les jeunes garçons, je précise. Et il faudra donc indiquer pour les jeunes filles quelles seront les conditions spécifiques qui seront communiquées, n'est-ce pas, à toutes les candidates le moment venu. Et alors l'année prochaine, en 2015, à la rentrée 2015-2016, c'est ce qui a été dit, donc elles pourront intégrer ces écoles. Merci infiniment pour ces précisions, Monsieur Paul Kofi Kopi. Je rappelle qu'avec vous, on a parlé de l'entrée des jeunes filles au niveau de la gendarmerie. Et vous me permettez de rappeler ce communiqué que vous avez fait passer hier. Peuvent faire acte de candidature les jeunes gens de nationalité ivoirienne âgés de 18 ans au moins et de 25 ans au plus au 31 décembre 2014, c'est-à-dire ceux nés avant le 1er janvier 1997 et après le 31 décembre 1988. En outre, les candidats doivent être au moins titulaires du BEPC ou d'un diplôme reconnu équivalent par le ministère de l'Éducation nationale ou de l'enseignement technique et avoir une taille d'au moins 1,68 m. Merci infiniment, Monsieur le ministre, d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup. Le ministre, auprès du président de la République, est notre invité. Nous passons à autre chose, dans un autre registre. Les médecins en formation pour lutter contre la fièvre Ebola. Les médecins donc des entreprises sont en formation, une formation initiée par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Je vous propose de suivre ce reportage. La fièvre à virus Ebola, une maladie que découvrent les médecins d'Afrique de l'Ouest pour la première fois, car jusqu'ici, cette maladie n'existait que dans les pays d'Afrique centrale et sous des formes difficilement maîtrisables. Alors, face au ravage du virus dans la sous-région, les médecins des entreprises de Côte d'Ivoire sont conviés à cet atelier de formation, une initiative du Centre d'information et de communication du gouvernement, CICG, en collaboration avec le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Ces médecins formés pourront désormais identifier un porteur de virus Ebola et de prendre toutes les précautions pour empêcher un quelconque cas de contamination en entreprise. La maladie ne se transmet pas par voie aérienne. C'est par contact que la maladie, étroit avec le malade, les liquides et le sang de ce malade qui va se contaminer. Alors, la première étape, c'est d'interroger le malade. Interroger le malade pour rechercher ses facteurs d'exposition, notamment la notion de séjour. Est-ce que ce malade-là
il a séjourné dans les zones en épidémie? Est-ce que ce malade-là, il a touché à un autre malade? Est-ce que ce malade a mangé de la viande de brousse? Découvert en 1976 en République démocratique du Congo, le virus Ebola a fait le tour du monde sans être bien connu des médecins. C'est en 1989 qu'il est découvert aux États-Unis sur des singes importés des Philippines. Mais à cette période, le virus ne se manifestait pas avec autant de virulence. Serge Gongomen nous dit aussi que la mobilisation financière en vue d'éviter l'avènement de la fièvre Ebola sur le sol ivoirien s'accentue. Hier, 3 entreprises ont apporté leur soutien aux actions de prévention et de sensibilisation contre la fièvre hémorragique. La compagnie ivoirienne d'électricité CIE, la Sodeci et Coris Bank. Des responsables de ces 3 entreprises ont remis à la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida des chèques de montant total de 35 millions de francs CFA. Le secteur privé s'engage aux côtés du gouvernement pour barrer la route au virus Ebola. 3 entreprises ont fait don de 35 millions de francs CFA au ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Ce sont la CIE à hauteur de 15 millions de francs CFA, la Sodeci 10 millions de francs CFA et Coris Bank également 10 millions de francs CFA. Une contribution pour renforcer les actions du gouvernement dans la prévention et la sensibilisation. La compagnie ivoirienne d'électricité, en tant qu'entreprise citoyenne, a décidé de réagir positivement en apportant sa contribution pour aider le gouvernement à faire face à cette épidémie. 15 millions de francs CFA que nous devons remettre à Madame la ministre pour procéder au renforcement des équipes sur le terrain. Dès l'aurore de l'apparition de cette maladie dans les pays limitrophes, nous avons utilisé tous les moteurs à notre disposition pour irriguer l'information à travers d'abord nos collaborateurs et leurs familles et à travers les clients. En Côte d'Ivoire, la santé de la population ivoirienne et nous-mêmes, ça va ensemble. Et donc la population qui visite la banque, nous devons veiller à leur santé. Ce don va contribuer à renforcer les capacités techniques de l'Institut Pasteur. Je voudrais vous remercier et vous dire que les dons que vous venez de faire vont servir à acheter des réactifs pour l'Institut Pasteur. Jusqu'à ce jour, la Côte d'Ivoire n'enregistre aucun cas de virus Ebola. Les autorités ne baissent cependant pas les bras, vu que cette épidémie a fait 1445 cas de décès dans les 4 pays touchés en Afrique de l'Ouest. Dans le cadre de la campagne préventive Ebola en Côte d'Ivoire, mobilisons-nous tous contre l'Ebola. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida organise un atelier de formation et d'information pour les personnels de santé du secteur privé, polycliniques, cliniques, cabinets médicaux, cabinets dentaires, infirmeries et pharmacies. L'atelier se tiendra demain, jeudi 21 août 2014, de 14h à 18h à la salle de conférence de l'immeuble à Siam 6 au 20e étage. Et toujours concernant la fièvre Ebola, un couvre-feu général vient d'être décrété par la présidente du Libéria à partir de ce soir. Et 2 quartiers urbains ont été placés en quarantaine face à la progression de l'épidémie dans ce pays, l'un des plus touchés par la maladie. Les organisations internationales se mobilisent pour éviter des pénuries alimentaires dans ces zones sous quarantaine. Reportage. A priori, tout semble normal dans les rues de Freetown en Sierra Leone. Pourtant, avec le développement d'Ebola, les risques de pénurie augmentent. Certains comtés sont mis en quarantaine, les policiers établissent des barrages et empêchent l'accès à certaines zones agricoles. La viande de brousse est toujours fortement déconseillée. Pour éviter la crise alimentaire, l'Organisation mondiale de la santé intervient. Pour éviter plus de contamination d'Ebola, il est crucial, il est essentiel que les gens dans ces zones aient accès à la nourriture, à l'eau, à une bonne situation sanitaire, ainsi qu'à d'autres objets basiques. Au Libéria, mais aussi en Sierra Leone et en Guinée, le Fonds alimentaire mondial affirme qu'il nourrira à terme 1 million de personnes. Les employés de l'organisation sont déjà à l'œuvre dans les 3 pays. Les opérations sont très intenses et nous comptons accélérer quand les besoins augmenteront. Si nous allons dans un autre pays, vous verrez que les mêmes opérations s'y déroulent. Nous voulons anticiper les problèmes et non pas attendre pour réagir. Les régions mises en quarantaine sont les premières bénéficiaires du fonds alimentaire. Par définition, les habitants ne peuvent en sortir. Impossible donc pour eux de se nourrir sans aide du programme alimentaire mondial. Au Sierra Leone, l'organisation prévoit une aide pour un peu moins de 10% de la population.
Notre objectif est de servir 400 000 bénéficiaires, car nous savons que l'épidémie d'Ebola a affecté les moyens de subsistance des Sierra-Léonais. Nous pensons même qu'une fois l'épidémie contrôlée, il y aura une pénurie alimentaire. Pour l'heure, les pays touchés par Ebola ne connaissent pas encore de pénurie, mais la vigilance est de mise pour endiguer toute aggravation de la situation. Je vous le disais en titre, la lutte contre les fraudes dans l'établissement des titres de transport semble déjà porter ses fruits. Un fraudeur a été démasqué grâce au système informatique du Centre de gestion intégré. Information donnée ce matin au cours d'un point presse animé par le directeur général du Centre de gestion intégré des opérations de transport routier. Le point avec Onépar Gassoro et Franck Wadio. Le nouveau système de gestion intégrée des transports routiers initié depuis le 26 juillet dernier par le ministre des Transports fonctionne correctement. Ce sont les mots du directeur général du Centre de gestion intégrée CGI au point presse organisé à la salle de conférence du ministère des Transports. Selon Ibrahima Koné, ce nouveau système a permis de constater un cas de tentative de fraude sur des dossiers à fournir pour l'obtention du permis de conduire. Ce monsieur s'est présenté avec un document falsifié, donc qui portait un numéro de carte d'identité. Donc, quand il s'est présenté au guichet et que donc, cette information a été renseignée au niveau de la base tout de suite a fait ressortir le fait qu'il y avait une incohérence du fait que cette personne qui avait rentré son empreinte digitale ne correspondait pas au numéro d'identité qui était donc présenté. Tout de suite, il est passé aux aveux et donc il a été envoyé donc au niveau de la sécurité. Occasion pour Ibrahima Koné de donner des précisions sur le cas de coupons présentés par les différentes auto-écoles en vue de l'obtention du permis de conduire. Le directeur général du Centre de gestion intégré des transports routiers, après avoir donné les objectifs de ce nouveau système de gestion intégré, interpelle les candidats au permis de conduire à tourner définitivement le dos à la fraude et à la contrefaçon. Et c'est l'heure d'Eco Plus, la tribune économique de la rédaction. Ce soir, coup de projecteur sur la réforme des filières coton et anacarde. Un an après sa mise en vigueur, un nouveau système de commercialisation interne a vu le jour au niveau de l'anacarde. Côté filière coton, le procédé piétine. Quel est le constat? Comment les producteurs vivent-ils la réforme? Toutes les précisions et réponses dans ce sujet de Noël Gagnon. Le coton et l'anacarde, deux spéculations phares de 18 régions nord de la Côte d'Ivoire. Elles sont pour ces régions ce que le café et le cacao sont pour le sud. En 2013, ces deux filières ont été réformées avec pour objectif optimiser la production, améliorer la qualité du coton et de l'anacarde, garantir un prix rémunérateur aux paysans égal au moins 60% du prix CAF, assurance fret, améliorer la gouvernance dans ces deux filières. 29 octobre 2013, le Conseil du coton et de l'anacarde voit le jour. 2013-2014, première campagne pour le coton. Avril 2014 pour l'anacarde. Que retenir après l'an 1 de la réforme? Avant, nous les planteurs, on était un peu découragés parce que l'argent du coton ne donnait pas à temps. Mais actuellement, dans 2 semaines, tu peux avoir ton argent de coton. Donc ce qui fait qu'on a le courage dans les autres années. La campagne 2014, vraiment, ce qui a beaucoup marché, non seulement le prix Borchamp est donné et le prix Abidjan aussi est donné. Il y avait des gens qui étaient là pour surveiller le prix qui était donné à Abidjan, auquel que ce soit un intéressé ou un exportateur ne pouvait pas abuser, comme c'est passé dans les autres campagnes précédentes. Des acquis positifs notables, certes, mais des insuffisances sont soulignées. Le problème qui n'a pas tellement bien passé, c'est la destruction de la sacierie. Le problème qui s'est posé, c'est qu'on a fait un recensement des producteurs et le recensement devrait être dédoublé de la distribution des sachets justes. Malheureusement, au moment où on mettait à la disposition des producteurs les sachets, beaucoup avaient déjà commercialisé leurs produits. Que ce soit le coton ou l'anacarde, la productivité est encore faible. La productivité est encore faible. Au niveau du coton, on est à 1 tonne 500 en moyenne, alors qu'on peut aller jusqu'à 4 tonnes à l'hectare. Au niveau de l'anacarde, on a 300 kg, alors qu'ailleurs, on fait 2 tonnes
La moyenne mondiale, c'est 1 tonne à l'hectare. Donc nous sommes encore loin du compte. Je pense que nous pouvons faire encore un effort au niveau des producteurs. Si on respecte l'itinéraire technique, on peut améliorer la productivité et augmenter notre production. Vous avez dit productivité. 2 conventions tripartites ont été signées. L'une porte sur l'encadrement des producteurs de l'anacarde. C'est le sens de la mise en place du conseil agricole à Korogo. L'autre, la recherche au niveau des 2 filières, a l'effet de mettre à disposition des producteurs un matériel végétal approprié. Aujourd'hui, il y a une clause de non-exclusivité. Je veux dire que la recherche aujourd'hui, ce n'est pas seulement le CNRA qui va faire la recherche sur les 2 filières qui sont concernées. Toutes les universités de Côte d'Ivoire sont concernées, tous les instituts de recherche au niveau international qui veulent apporter leur contribution pour nous permettre d'accélérer la recherche et trouver des meilleures variétés à haut rendement et qui résistent contre la maladie sont vraiment les bienvenus. Le CNRA, Centre national de recherche agronomique, s'est dit prêt à engager la compétition avec les autres instituts de recherche avec tout de même un avantage comparatif. À l'université, le fait que nous sommes déjà sur le terrain et nous connaissons mieux les réalités du terrain et donc par rapport à cela, nous allons pouvoir être, nous l'avons été de tout temps et donc par conséquent, nous allons continuer. La grande majorité des étudiants qui sortent aujourd'hui, qui sont aujourd'hui des enseignants, font leur stage chez nous. Et donc par conséquent, non, au contraire, ça ne fera que donner un plus à tout ce que nous faisons, que nous avons fait jusqu'ici. Sur la question du financement, le FIRCA, Fonds interprofessionnel de recherche et de conseil agricole, s'est déclaré prêt à faire preuve de loyauté. Une gestion transparente des ressources qui nous sont confiées, arriver à des résultats à travers les programmes que nous finançons et faire de telle sorte que la filière coton et la filière anacarde continuent à améliorer leurs performances. C'est ça que j'appelle la loyauté. L'amélioration de la productivité, certes, mais s'inspirer des expériences des pays voisins peut être d'un apport significatif. C'est le souhait formulé par les producteurs après un séjour au Burkina Faso. Nous sommes allés au Burkina Faso, on a vu les paysans et puis les égreneurs parlent un même langage. Et toute décision qu'ils vont prendre au niveau de l'agriculture, au niveau du coton, c'est dans l'ensemble ils le font. Ça diminue les critiques, puisqu'on a fondé tout ensemble. Et si on fonde ensemble, qui est là pour aller critiquer qui? Au Burkina là-bas, tous les crédits qui rentrent dans les champs, le paysan il est au courant. Il y a des gens même qui sont là uniquement pour suivre seulement que les impayés. Et nous pensons, nous aussi, s'organiser de telle sorte que ce système des impayés-là puisse finir. Rappelons que le Conseil du coton et de l'anacarde, l'un des piliers du cadre institutionnel mis en place dans le cadre de la réforme, est composé de 12 membres, 6 représentant l'interprofession des 2 filières et 6 représentant l'État de Côte d'Ivoire. C'était EcoPlus dans un reportage de Noël Gnagno. Hier s'est ouvert au plateau un atelier dit de validation du plan intégré d'appui à la sécurité nucléaire pour la Côte d'Ivoire. En clair, c'est une rencontre de réflexion dont les conclusions aideront les décideurs à développer des systèmes nationaux durables de sécurité nucléaire. L'initiative du ministère du Pétrole et de l'Énergie en collaboration avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Marie-Laure Magnessé, Sidonie Davila. Une rencontre pour parcourir le plan intégré d'appui à la sécurité nucléaire en Côte d'Ivoire. Dans les faits, ce plan est un ensemble de mesures préventives avec pour objectif d'assurer la sécurité nucléaire dans le pays. Il contient une proposition d'organisation, la détection du matériel nucléaire, des sources radioactives, la réponse qu'il faut apporter donc à ça pour assurer la sécurité et puis les conditions qu'il faut mettre en place pour que cette réponse-là soit durable. La technologie nucléaire est utilisée partout dans le monde pour consolider le développement durable. Néanmoins, ces technologies sont utilisées dans un contexte international marqué par bien de fléaux à risque, dont le terrorisme. Raison pour laquelle l'Agence internationale de l'énergie atomique, associée à cet atelier de formation initié par le ministère du Pétrole et de l'Énergie, encourage les États à prévoir des mesures sécuritaires liées au nucléaire. La sécurité
nucléaire est un domaine assez nouveau dans nos États africains. Donc ce qui fait que l'AUA encourage les États membres à se doter d'un plan d'appui à la sécurité nucléaire. Plusieurs experts prennent part aux travaux de cet atelier. La rencontre qui prendra fin ce jeudi devra donc accoucher de la finalisation du plan intégré d'appui à la sécurité nucléaire en Côte d'Ivoire. Le projet sera ensuite soumis au gouvernement. Suite à l'opération de déguerpissement des populations sur les sites à risque initiée par le gouvernement, les habitations du quartier Boribana dans la commune d'Atekoubé ont été détruites ce matin. Le gouvernement avait annoncé ces mesures qui visent à préserver et sauver la vie des habitants de ces quartiers, connaît par Gassoro, Franck Dio. Boribana, un des nombreux quartiers précaires du district d'Abidjan. Des habitations détruites, entre ruines et gravats, certains habitants tentent d'épargner quelques affaires. Sur le site, des engins démolisseurs sont en action. C'est la phase pratique des opérations de déguerpissement annoncées par les autorités sur les sites jugés à risque, surtout après les récents drames consécutifs aux dernières pluies diluviennes qui se sont abattues sur Abidjan. Des pluies qui ont d'ailleurs endeuillé plusieurs familles. Objectif, libérer en prise et autres canaux d'évacuation d'eau obstrués par la présence de ces habitations précaires, histoire de sauver des vies. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information à 23 h. Demain 20 h, retrouvez Marie-Laure Ongoran. Moi, je vous dis à très vite. Excellente soirée.